Mais après, il a fallu l'assumer tout au long de ma grossesse parce que j'ai quand même beaucoup d'amis qui me l'ont pas dit, mais je sentais qu'ils le pensaient. Ils me l'ont dit après, qui se sont dit: «Elle est complètement folle. Mmh. Elle est complètement folle» et je le sentais. Mes amis en couple déjà qui galéraient avec un bébé. Je comprends pas maintenant comment on peut être en couple et galérer avec un bébé. Je suis là: «Mais sortez-vous les doigts, quoi». Pardon, hein, c'est pas sympa. Ils me regardaient, enfin tout le monde me regardait comme: «Mais elle est complètement tarée celle-là, quoi» et c'était un peu vrai. Heureusement que je me rendais pas tout à Il fait faut être un compte. peu fou pour faire de l'enfant. Mais ouais, faut être un peu fou. Bienvenue dans Mère, le podcast du média Les Louves qui accompagne les femmes dans la maternité depuis 8 ans. Je suis Marine Defresne, cofondatrice des Louves, journaliste et maman de 2 enfants, et j'aime au plus haut point la plongée dans l'intime et dans le secret de nos vies de femmes que nous offrent les podcasts. Ici, on explore ce que c'est de devenir mère et tout ce que ça transforme en nous, dans nos corps, nos cœurs, notre identité, notre couple et notre place dans la société, à travers des témoignages à cœur ouvert, des histoires extraordinaires et des conversations passionnantes. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme préférée, suivez-nous sur Instagram et sur leslouves.com. Bonne écoute. Bonjour à toutes. Depuis 2021, la loi française permet aux couples de femmes et aux femmes célibataires de concevoir un enfant grâce à la PMA. 4 ans après ce vote historique, comment se déroule le parcours des mamans solo ? Concevoir un enfant sans conjoint ou conjointe est-il socialement accepté et possible ? Un combat intime, une guérilla politique, une expérience sublime et transcendante, épuisante et merveilleuse, voilà ce que nous raconte l'autrice et journaliste féministe Judith Duportail dans son essai Maternité rebelle, paru aux éditions Binge Audio. Devenue maman à 35 ans de jumeaux, elle fait le récit détaillé de cette démarche au long cours. Les choix, les doutes, la recherche du donneur, la préparation à la naissance, l'organisation du postpartum et surtout, le village qu'elle s'est créé pour ne pas vivre seule cette grande aventure. Grâce à son témoignage, on se réjouit de voir émerger les contours d'une maternité communautaire et libre. Un élan collectif autour d'une femme qui a pu compter sur ses sœurs. Un récit à la fois coup de gueule et coup de pouce pour toutes celles qui envisagent la maternité en solo, truffé de conseils pratiques et logistiques, mais surtout de réflexions profondes sur le droit des femmes à devenir mères, si et quand elles le souhaitent et comme elles le souhaitent. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Judith. Bonjour. Alors après avoir scruté les relations amoureuses et le couple contemporain dans L'amour sous algorithme et Dating fatigue, tu prolonges ta réflexion sur l'intime en abordant la maternité en solo. C'est ton histoire et ton parcours de mère que tu racontes dans ce livre, mais c'est aussi ta colère qui s'exprime dans un plaidoyer volontiers politique. Quel a été le point de départ de ce livre, ta volonté première ? Témoigner ou t'indigner ? C'est marrant parce qu'on me pose souvent la question de la volonté première ou de pourquoi j'avais écrit le livre. Je l'ai d'abord fait pour moi, parce que j'avais besoin de mettre du sens, dans ce que je vivais et de mettre du sens, d'analyser, de comprendre, moi et je trouve ça assez, d'être actrice en fait de mon destin, enfin voilà et puis aussi pour transmettre, toute la démarche que moi j'avais accomplie pour m'autoriser déjà en fait à penser à faire un enfant en dehors du couple, classique. Tout ce travail en fait qui était quand même un peu colossal, j'avais aussi envie de le partager. En fait, c'était une démarche à la fois pour moi et puis aussi pour les autres, une démarche féministe. Parce que ça t'a pris du temps, cette démarche de Ouais, bah oui. t'autoriser, Bah, ça a été super d'engager les dur. choses. En fait, le plus dur, en tout cas pour moi, parce que moi, j'avais toujours imaginé faire un enfant dans le cadre d'un couple hétéro classique et tout. Enfin voilà, j'avais le rêve, de la famille, Ricoré, quoi. J'en suis triste aujourd'hui avec du recul parce que j'ai perdu beaucoup d'années de ma vie à chercher ça et à pas le trouver et du coup Chercher, à le mec, l'homme. l'homme, Oui. enfin j'ai eu plusieurs mecs dans ma vie, plusieurs histoires d'amour, mais on va dire, au moment de la trentaine, je me suis retrouvée célibataire et là, il y a eu quand même eu plusieurs années bien sombres à chercher le mec et puis à pas le trouver, puis à voir le temps qui passe et à flipper et parce que moi, je savais que je voulais être mère, enfin, je le savais dans le fond de mon cœur depuis toujours et cette mélasse dans laquelle je me suis retrouvée, qui est de chercher un mec en ayant l'anxiété de l'horloge biologique partout dans la tête et de devoir faire semblant que tu ne l'as pas et de devoir feindre une légèreté pour être désirable, enfin, en tout cas, c'est ce que je Mmh. croyais devoir faire. En fait, c'était tellement, humiliant. C'est un mot fort, mais je pense que c'est ça. Je me sentais vraiment humiliée d'être cette fille en demande, et d'être un peu la dernière, des chaises musicales, quoi et en fait, je regrette que ça a pris tant de temps pour que je comprenne, en fait, que j'avais aucune raison de me sentir humiliée et qu'au contraire, j'étais, très forte et donc c'est tout ça que je voulais, partager. Entre le moment où tu commences à assumer d'être célibataire et arrêter de te sentir, honteuse de Oui. cet état et le moment où tu te dis que tu oses, prendre cette décision d'enfanter seule, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le switch? C'est quoi le déclic? Le déclic, ça a été, au départ, je voulais congeler mes ovocytes
Et donc quand on congèle ses ovocytes, on teste, on mesure le niveau de certaines hormones dans le sang. Et il y en a une qui s'appelle l'AMH et qui est censée donner, l'état de sa réserve ovarienne. Ça veut dire est-ce qu'il nous reste beaucoup d'ovules ou enfin d'œufs ou pas dans les ovaires. Alors, il faut savoir que c'est un indicateur controversé. C'est pas prouvé que plus tu as une grande réserve ovarienne, plus tu es fertile. Mais toujours est-il que comme on ne sait rien aujourd'hui sur la fertilité, on se base un peu là-dessus pour estimer, combien de temps il nous reste, pour devenir mère. Et moi, le jour où j'ai regardé mes analyses, j'ai vu que j'avais une AMH vraiment pourrie, quoi. Et du coup, ma décision, je l'ai prise en 1 seconde. Je me suis dit: «Mais en fait, je ne vais pas perdre 1 minute de plus. Mais foutez-moi la paix avec les mecs, le prince charmant, niquez-vous». Enfin, vraiment, je me suis dit cette phrase: «Niquez-vous, moi j'avance quoi. Je ne passerai pas à côté de ma chance et je ne veux surtout pas passer à côté de ma vie par manque de courage, par peur du qu'en dira-t-on, par, peur de mal m'organiser ou par, j'allais dire par lâcheté, ce qui est un peu sévère parce que je peux comprendre qu'on ait pas envie d'être mère solo, c'est pas forcément de la lâcheté. Mais sur le moment, moi, ce qui me faisait peur, c'était aussi le regard des autres et tout. Là, je me suis dit: «Mais tu vas pas t'arrêter à ça, quoi. Tu vas pas t'arrêter à ça». À ce moment-là, on est en quelle année? Est-ce que la loi a été votée sur, Ouais, la l'accès? loi vient d'être votée. Ouais, ça venait de devenir légal et je pense que pour moi, ça a débloqué quelque chose dans ma tête. Quand même, le fait que ce soit légal, c'est quand même très important, symboliquement, même plus que symboliquement, parce que ça veut dire que collectivement, le pays dans lequel on vit, considère que c'est une pratique autorisée, légitime, qu'on a le droit, quoi. Mmh. Et donc ça lève quand même des barrières, dans sa propre tête. Ton titre Maternité rebelle peut surprendre puisque justement la loi française, à ce moment-là, autorise, les femmes seules à enfanter. Pourquoi c'est encore une rébellion pour toi de devenir mère en dehors de la norme du couple? C'est, une bonne question parce que, enfin, à un moment, j'ai écrit dans Maternité rebelle, mon livre, il pourrait aussi s'appeler Maternité normale. Finalement, la maternité en solo, c'est pas si différent de l'expérience de toutes les maternités. Il y a quelque chose d'universel, en fait, je crois, dans le fait de devenir mère. Et en fait, plus j'ai plongé dans mes réflexions, plus je me suis rendu compte que toutes les maternités étaient rebelles, pas que les mamans solo. Parce qu'en réalité, on fait quand même toutes face à une grande ignorance de la part du collectif, de la société, de ce que c'est, prendre soin d'un nouveau-né, ce que c'est accoucher, ce que c'est le postpartum et aussi un grand mépris quand même pour notre corps, notre douleur. Le fait qu'on accouche encore, par exemple, dans la position gynécologique pour le confort des médecins. Enfin, cette position, elle est là pour le confort du médecin, même le confort de la personne qui accouche, qui souffre, des douleurs sans doute les plus, intenses de toute une vie, mais passe après le confort du médecin et après on ose dire qu'on vit dans une société égalitaire. Le médecin, que ce soit un homme ou une femme, c'est vraiment la figure, du patriarche, voilà, de celui qui a le savoir, le dominant et nous, on passe encore en deuxième. C'est ça que ça veut dire, c'est Mmh. texto ça, c'est limpide et donc toutes les mères quand même, je pense, on doit faire, acte de rébellion. Déjà parce que notre parole est beaucoup décrédibilisée, tout au long de la grossesse, tout au long du postpartum. On est souvent accusé d'être trop anxieuse, trop douillette, trop nanani, trop quelque chose et donc oui, je pense que toute maternité, c'est une rébellion aujourd'hui. Le fait de le faire seul, quels sont les obstacles, les difficultés, Ah, il y en a vraiment auxquelles on beaucoup. se confronte quand même? Parce que c'est quand même pas tout à fait pareil. Non, puis surtout moi j'ai fait vraiment l'expérience, au carré parce que j'ai décidé de faire un enfant seule et puis je me suis retrouvée enceinte de jumeaux, ce qui est quand même un truc, Mmh. même en couple quoi, attendre des jumeaux, c'est une sacrée claque. Bah, la maternité solo, les épreuves, je dirais la 1re c'est le regard social. C'est malgré tout quand même, on est beaucoup interrogé par son entourage, enfin il y a un truc quand même où, il va falloir le porter, l'assumer ce projet, cette décision, ce choix. Surtout pendant la grossesse, une fois que les enfants sont là, je trouve que ça remet un peu tout le monde à sa place, quoi. Mais quand même, tout le temps de la grossesse, il y a un truc de, bah, voilà, j'assume, que ce soit les amis d'amis, les grands-oncles, les grandes-tantes, les gens sur les réseaux sociaux, il y aura toujours un petit con, une petite conne pour dire: «Ah, mais moi, je trouve que c'est égoïste» ou, enfin, pour se permettre de donner un avis, quel qu'il soit. Est-ce que tu as pris le parti de répondre ou d'ignorer? Ça dépend. Il y a des jours où j'étais hyper en forme, j'avais une répartie hyper cinglante en mode, badass, des jours où ça me donne envie de pleurer, enfin, voilà, aujourd'hui, on m'en fait quand même beaucoup moins, donc je sais même plus comment je réagirais, mais à l'époque, ouais, Oui, au on fil fait des mois et des années, on avance, on quoi. avance, ouais, bien sûr, au fil des mois et des Plein de années, plus puis il y de a un truc où tu es de témoignages. plus en plus à l'aise. Mmh. C'est de moins en moins une question, donc tu réponds de plus en plus en fait, ce qui est dur, c'est que quand toi-même tu te lances dans ce processus, en tout cas, je vais parler en mon nom,
j'avais beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, beaucoup d'anxiété. J'avais peur de faire un enfant toute seule, c'est quand même pas rien et j'aurais eu besoin sans doute de davantage d'encouragement plutôt qu'on me projette encore davantage d'anxiété. C'était ça qui était vraiment difficile pour moi parce qu'on me disait: «Ah, mais comment tu vas faire?» tout. J'étais: «Ah mais je sais pas putain, en fait, tu vois, j'y vais mais j'ai pas Oui, encore tu toutes les t'es bien réponses, quoi». préparée et beaucoup documentée. Oui et la clé, en tout cas pour moi, ma clé, ça a été de me préparer le plus possible, de lire le maximum de récits, de regarder ce qui se faisait dans les autres pays et puis de surtout pas me dire, «Je vais voir comment ça se passe, j'aviserai, je l'ai fait toute seule, j'assume». Ce qui est selon moi, une des pires choses à faire, enfin parce que c'est quand même impossible de s'occuper, je crois, en tout cas moi ça me paraissait impossible de m'occuper d'un nouveau-né et encore plus de 2 nouveau-nés entièrement toute seule. À partir d'un certain temps, ça roule quand même, mais le début, Mmh. c'est moi je trouvais que c'était impossible. Donc j'ai décidé, oui, de m'entourer, de me documenter et tout ça, c'est il y a tellement de choses à voir, en fait, parce que tout est prévu pour, ce qu'on accouche en couple, qu'on soit enceinte en couple. Donc ça commence dès, en fait, les échographies. Mmh. Est-ce que tu veux être accompagnée par qui? Ton accouchement? Comment tu vas aller à la maternité? Qui sera là? Qui va te tenir la main? Qui sera avec toi à la maternité après? Qui va te raccompagner chez toi? Qui sera là pendant le postpartum? Enfin, c'est des milliards de questions, pratico-pratiques Et beaucoup de choix à faire et et de beaucoup de choix à décisions. faire et puis beaucoup de, conversations à avoir avec les proches et difficile d'apprendre à demander de l'aide. C'est un peu un bootcamp quoi, c'est difficile, enfin, mais ça fait prendre, je sais pas, c'est une maturation en accéléré de dingue, en termes d'affirmation de soi, de conversation avec les autres et puis aussi d'approfondissement des relations. Les gens qui ont été là et qui sont là aujourd'hui auprès de moi, avec mes enfants, c'est vraiment ma famille, des frères et sœurs, enfin, c'est vraiment des relations du coup beaucoup plus profondes et belles qu'on a Mmh. tissées. Mais ça n'a pas toujours été facile. En fait, je sais même pas par où commencer parce qu'il y a tellement de choses à Bah, dire. moi, je vais revenir Ouais, sur la démarche de PMA quand même ouais, c'est parce que ça. justement tu as pris ta part, tu as été vraiment actrice de tout ça. Tu t'es pas, laissée emmener dans un parcours préconçu et tu confies dans ce récit avoir choisi une voie semi-légale. Mmh. Est-ce que tu veux bien en parler? Oui. C'est quoi cette voie et pourquoi? Alors c'est une voie, qui est plus possible de enfin, en ce moment, c'est plus possible de, l'emprunter, mais je vais expliquer. En fait, il s'agit de faire venir des gamètes d'une banque de sperme étrangère au Danemark, les faire livrer chez des gynécologues, militants, ailleurs, à Paris ou ailleurs et de pratiquer une insémination artificielle. L'insémination artificielle, c'est ce qui ressemble le plus à un rapport sexuel, hein. On vous dépose les gamètes dans l'utérus le jour de l'ovulation, puis après de laisser faire, la nature. Donc il y avait plusieurs gynécologues militants qui faisaient ça pour aider les femmes, les couples de femmes ou les femmes seules. Mais aujourd'hui, c'est difficile de le faire parce qu'il y a des gens de la Manif pour tous qui sont allés dénoncer les gynécos qui faisaient ça, donc ils ont peur, donc c'est un peu en stand-by cette procédure. Cette procédure, je l'ai choisie parce que moi, je voulais absolument un donneur ouvert, c'est-à-dire un donneur qui accepte d'être contacté à la majorité des enfants si les enfants le souhaitent. Et en France, avec la loi sur la PMA, maintenant, l'anonymat du don a été levé. Mais comme la loi venait d'être passée, le décret d'application n'était pas encore publié et elle ne sera appliquée qu'au printemps 2025. Donc Mmh. là, dans quelques mois. Donc moi, là, à l'époque où j'étais, si je faisais la PMA classique, j'avais un donneur anonyme. Et ça, c'est un choix très personnel, hein, mais en tout cas, c'était pas le mien. Je ne Un voulais pas de donneur donneur anonyme anonyme que tu ne choisis pas. que tu ne choisis pas. Et moi aussi, voilà, je voulais choisir mon donneur. Ça peut paraître choquant, mais en vrai, c'est pas parce que je voulais choisir un mannequin ou que j'avais des critères physiques, c'est pas ça du tout. Je m'en foutais que ce soit un grand, un petit, un blond, un brun. Mais, l'idée de ne pas savoir du tout à qui appartenait le sperme qu'on mettait dans mon utérus, j'avais l'impression d'être la vache qu'on amène au taureau. Je suis désolée, c'est un peu vulgaire, mais c'est comme ça que je le vivais. Et donc j'avais quand même envie d'avoir quelques informations quoi, de savoir un peu, parce que pour moi, un don de sperme, c'est pas tout à fait comme un don du sang, par exemple. Il y a un truc, un peu plus intime et je voulais, au moins être concertée, enfin faire partie de pas être complètement passive dans l'équation. Concrètement, ce donneur danois que tu as Mmh. choisi, qu'est-ce que ça veut dire cette ouverture? En quoi il n'est pas anonyme? Qu'est-ce qui pourra se passer? Est-ce que tu peux expliquer Alors, le moi, je sais pas qui c'est, hein, j'ai très peu d'infos sur lui. Je crois que je connais ses yeux, sa couleur des cheveux, et c'est tout, je et le crois. petit message, l'histoire qu'il a racontée quand il Moi, était venu? j'ai pas choisi, où tu pouvais aller si tu choisis, tu peux avoir des options où tu choisis le petit message. Moi, je j'ai pas choisi ça. En fait, ce qui se passe, c'est que, du coup, quand tu fais ton don, il te tu as un numéro enfin, tu as une référence et après tu préviens la banque de la clinique quand tu tombes enceinte et là, du coup, ils t'envoient un certificat, numérique et papier qui conserve si jamais enfin, qui conserve toi et que tu conserves, enfin, qu'ils conservent pour toi et que tu conserves et que tu donnes ensuite à tes enfants et si tes enfants le souhaitent, à leur majorité, ils peuvent aller voir cette banque de sperme avec ce certificat et là, il leur sera révélé le nom du donneur et une façon de le con et un moyen de le contacter. Donc ce donneur est d'accord pour ça. Il est d'accord pour ça, il a signé pour ça.
Donc cette méthode, on comprend bien tes motivations. Quels ont été les choix et les décisions les plus difficiles ensuite à assumer? Comment tu as endossé tout ça avant la naissance, pour le postpartum? Ben, moi, j'ai eu d'apprendre que j'attendais des jumeaux. Alors Comment ça s'est passé ce jour-là? ouais, j'étais à l'échographie de datation, je crois, donc c'était assez tôt. Et là, on a vu, 2 petits ronds et 2 petits battements de cœur et c'était un tel choc. Je me disais: «Mais c'est pas possible, je suis désolée de dire ça aujourd'hui pour mes enfants, mais je me disais: «Mais c'est un cauchemar, enfin, comment je vais faire? Mais Ça a tout remis en comment je vais question. faire?» Ouais, c'est un peu difficile à dire aujourd'hui parce que c'est insupportable de l'imaginer, mais je me suis posé la question d'interrompre, mes grossesses. J'ai du mal à dire ma grossesse du coup, parce qu'il y en avait 2 et j'ai appelé ma mère en pleurant en sortant du cabinet et elle m'a dit: «Écoute, je vais t'aider, je serai là, on va y arriver», et si elle ne s'était pas engagée à vraiment être, auprès de moi, ouais, parce que franchement les 6 premiers mois, elle a été un peu ma coparente, j'aurais pas pu et ça aurait été un drame, hein. J'aurais pas pu aller au terme de cette grossesse, que je s'occuper seule de 2 bébés, moi en tout cas je m'en sentais pas capable. Et ça aurait été une tragédie, hein, pour moi, parce que du coup, j'avais un tel désir d'enfant. Enfin, je sais même pas après je pense que j'aurais renoncé, j'aurais fait autre chose. Ouais, c'était une énorme claque et puis surtout, j'avais tellement peur de déjà la grossesse, c'était compliqué pour moi, parce que comme beaucoup de femmes, j'ai un passif de troubles alimentaires, de complexes, de machin. Et là, je me disais: «Mais est-ce que je vais tenir le coup? Mon corps, qu'est-ce que ça va être?» Enfin voilà, est-ce que je vais être, enfin ouais, ça fait peur quand même quoi, une grossesse gémellaire. Et puis après je me dis: «Mais comment je vais faire? Comment je vais faire?» Puis assez vite aussi je me disais: «Mais, ça va être fou, on va être une petite tribu de 3». Et puis, un truc qui me rassurait beaucoup, c'était de me dire, ce qui me faisait peur dans la maternité solo, c'était si je viens à mourir prématurément, mon enfant et tout, il va être tout seul. Et là je me disais: «Quand même, il y aura une fratrie, ils sont 2». Voilà, et j'étais un peu traversée entre ces 2 courants-là, mais après il a fallu l'assumer tout au long de ma grossesse parce que j'ai quand même beaucoup d'amis qui me l'ont pas dit, mais je sentais qu'ils le pensaient, ils me l'ont dit après, qui se sont dit: «Elle est complètement folle. Mmh. Elle est complètement folle», et je le sentais. Mes amis en couple déjà qui galéraient avec un bébé, je comprends pas maintenant comment on peut être en couple et galérer avec un bébé, je suis là: «Mais sortez-vous les doigts quoi». Pardon, hein, c'est pas sympa. Non, non. Ils me regardaient, enfin tout le monde me regardait comme: «Mais elle est complètement tarée celle-là quoi», et c'était un peu vrai. Heureusement que je me rendais pas tout à Il fait faut être un peu compte. fou pour faire de l'enfant. Mais ouais, faut être un peu fou. Faut être un peu fou, bien Mmh. sûr. Ouais. Mais on se dépasse. Ouais. Alors justement, comment tu vis cette grossesse? Comment tu prépares la naissance? Comment tu envisages, ce moment de l'accouchement? Bah, moi, je trouve que franchement la grossesse en solo, je trouve que c'est difficile. Dans la maternité solo, je trouve que c'est un truc difficile. Parce que la grossesse, du coup, c'est quand même un truc qu'on vit seul dans son corps. Moi, j'étais hyper malade, du coup, comme j'avais les hormones en folie et comme je fabriquais 2 enfants. J'étais stressée par l'argent, donc je me suis pas arrêtée de bosser. J'ai taffé jusqu'au bout, enfin jusqu'à mon congé, j'ai déménagé du coup en même temps aussi au milieu de cette grossesse parce que, mon appart était pas, adapté. Et tout ça, j'aurais bien aimé là, à ce moment-là, avoir une épaule sur laquelle pleurer, avoir un mec qui me fait des pâtes parfois, et parfois la nuit, tu sais, je me levais pour aller vomir, j'avais du mal à me relever, je me disais: «Putain, c'est dur quand même». Enfin là, c'est dur. Et je suis allée vivre chez mon frère à la fin de ma grossesse. Avec du recul, j'aurais dû aller vivre chez des gens plus tôt. Je me dis, j'aurais pas dû attendre, j'aurais pas dû rester solo, si longtemps. Puis quand tu vas faire, tu vas à la mater, tu vas faire les échos, tu vois tous les petits couples, toi tu es là, oh, ça c'est franchement, c'était pas facile. Sincèrement, c'était presque le plus dur. De toute la maternité solo, j'ai trouvé que c'était la grossesse. Une fois que les enfants sont là, quand même, ils sont là. Ils apportent toute leur joie, leur bonheur, là. Il y a un truc, enfin voilà, tu es emporté par, ce tourbillon qui est parfois difficile, mais qui est aussi incroyable. Mais avant, ouais, franchement, j'en ai chié. Tu as fait appel à une doula? Oui, C'était précisément pour t'accompagner dans ouais, ces moments ou pour l'accouchement? j'ai fait appel à une doula pour mon accouchement parce que, ça me rassurait d'être avec une doula le jour de mon accouchement. Elle a été très bien, mais avec du recul, j'aurais préféré être avec une amie ou un ami, quelqu'un qui m'aime et quelqu'un, que j'aurais pu avec qui on aurait pu en reparler après, qui aurait été là, enfin, qui aurait pu raconter aux enfants comment ça s'est passé. Quelqu'un de la famille, proche ou éloigné, quoi. Comment s'est passé l'accouchement? Tu peux nous raconter? Mon accouchement, il était très difficile. J'ai pas eu de chance, hein, parce que la majorité des accouchements se passent pas comme ça, je crois. Mais moi, j'ai eu, une hémorragie de la délivrance avec une césarienne en urgence et j'ai eu très peur. J'ai eu très, très peur donc mon postpartum a commencé vraiment de façon, traumatique, on va dire. Ouais. Et les Je le suites raconte de plus dans couches le livre, ouais, les suites de couches ont mais pas aidé, ah non! tu t'es sentie très seule, Bah, en fait, c'est ce qui est dur, c'est que en fait, la maternité solo est légale, mais en vérité, tout est fait dans les maternités, les hôpitaux pour les couples. Alors maintenant, c'est accepté qu'il puisse y avoir une comaman,
mais que, moi j'ai pas eu le droit par exemple d'être accompagnée la première nuit post-accouchement et il faut se représenter ce que c'est, hein, la première nuit post-accouchement seule avec tes bébés quand tu as pas dormi, tu as mal. Moi j'ai en plus, je pouvais pas me Post-césarienne. lever avec ma césarienne et là on me dit: «Non, votre maman a pas le droit de rester». Sincèrement, je pèse mes mots, mais c'est de la torture. Moi j'avais pas dormi depuis 2 jours, j'avais perdu 2 litres de sang, mais même si j'avais pas perdu 2 litres de sang en fait, on ne contraint pas une femme à l'isolement parce qu'elle a quand elle vient d'accoucher, sous prétexte qu'elle a pas de mec ou pas de meuf. Enfin, c'est oui, c'est de la torture. Moi, je trouve que je pèse mes mots, hein, sincèrement, hein, je suis pas douillette ou je suis pas parano et surtout, c'était dangereux pour mes enfants parce que j'ai fini par m'endormir d'épuisement avec mon fils sur moi et à cet âge-là, ils peuvent s'étouffer hyper vite en cododo, les nourrissons et donc ça fait partie des choses où c'est vraiment j'ai envie de le crier partout. Il faut, prendre ses droits à la maternité, parce qu'ils n'ont pas droit, en vérité, de nous enfin, on a tué personne, hein, quand on a accouché, au contraire, j'ai envie de dire, enfin, littéralement, au contraire et donc on a bien le droit d'être, choyé par ses proches. Je comprends qu'il y ait pas envie de toute la smala, machin, mais une personne pour nous aider, nous assister, enfin, en fait, c'est d'être seul qui devrait être interdit. Il devrait toujours y avoir quelqu'un. Comme quand on fait une opération après une anesthésie générale, il est obligatoire d'être accompagné, par exemple pour rentrer chez soi ou sinon on reste à l'hôpital. Bah, là, non. En ayant la charge de 2 bébés, on te laisse seule. En plus, c'est vraiment, c'est pour ça que je dis, qu'il y a vraiment un mépris, mais le mot est même faible, pour la douleur, de notre douleur et c'est pas être chochotte, hein, que de dire ça, c'est factuel, quoi. C'est voir les choses factuellement et j'en ai parlé avec une amie, du coup, qui est maman solo aussi, qui a accouché après moi. Je lui ai dit: «Tu surtout, tu es pas toute seule la nuit d'après et cetera». Donc il y a sa sœur qui est restée et les infirmières lui ont dit: «Non, non, c'est que le coparent et tout» et la frangine, du coup, elle a dit: «Non, je reste, appelez la police si vous voulez, je ne partirai pas». Mais elle a et donc ils ont dit: «Ah OK», machin, en levant les yeux au ciel, genre: «Qu'est-ce que vous êtes relou» et elle a dû en arriver là quand même. Toi, tu disais que tu aurais dû planquer ta mère dans la salle de bain. Je regrette de pas mettre mais après comment avoir le réflexe de s'imposer dans ces moments-là? Mais j'aurais dû tellement plus m'affirmer et c'est ça vraiment le message que j'aimerais faire passer. S'il y en a qui, envisagent une grossesse en solo ou qui sont maman solo, futures mamans solo, ce mom même faut mentir en fait. Si on n'a pas le courage de partir en guerre et je peux comprendre, on dit: «Mais c'est mon compagnon» ni ou «C'est ma Bien sûr. compagne». Puis c'est tout. Voilà, ils vont pas poser de questions, hein. Mmh. Tu avais bien préparé ton retour chez toi? Je pense que tu avais déjà Mouais, prévu ce recours à une nurse de nuit. Donc là encore, oui. tu as dû t'en prendre plein la figure, puisqu'il y Mmh. en a qui sont très contre, le Ouais. principe des nurses de nuit. Tu peux nous raconter comment tu as organisé ça et à quel point ça t'a soulagée? En fait, donc oui, j'avais organisé, pour mon retour à la maison, un roulement entre mes proches et puis aussi je voulais faire, appel à une nurse de nuit. Donc c'est une femme professionnelle qui vient chez vous entre 20 heures et 7 heures à peu près pour que vous puissiez ou 22 heures et 7 heures, ça dépend des lesquels. Puis comme ça tu peux dormir et puis le reste du temps elle prend en charge, tes bébés. C'est assez connu dans le monde des jumeaux. Je me souviens d'une influenceuse, je sais plus quel est son nom, qui avait dit publiquement qu'elle avait, fait appel à une nounou de nuit. Elle s'était fait shamer de dingue. Mmh. Il y a un truc un peu, un discours tellement culpabilisant sur le postpartum qui est de dire que ton enfant, il devrait pas quitter tes bras même une seconde, que si tu vas dormir, tu peux, abîmer presque son cerveau, enfin, c'est des trucs qui sont enfin, tellement culpabilisants et complètement faux. Ton enfant, oui, il a besoin de soins, c'est vrai, il a besoin de soins intensifs, mais pas que de prodigués par sa mère. Enfin, si toi, tu as envie d'être collé à lui H24, très bien, enfin, si ça mais c'est pas une obligation, en fait et Comme moi, s'il fallait souffrir pour être une bonne mère. c'est exactement ça, c'est exactement ça et moi, la nurse de nuit, bah, oui, je mentais un peu à mon entourage, j'ai toujours un peu menti sur le nombre de jours où elle venait, enfin, j'ai toujours été un Mmh. peu, floue. Parce que ouais, je me disais: je vais me faire juger». Mais en même temps, parmi mes proches, c'était plutôt: «Waouh, elle s'autorise ça». Je le sentais, qu'il y avait un Mmh. truc un peu, Et c'est un investissement, tu le dis, c'est assez un vrai prix. Donc là, tu bah, as craqué tes économies. ah oui, bah, en fait, moi, je pensais avoir ma nounou de nuit pendant 2 mois. En fait, elle est restée, en fait, elle vient toujours 1 nuit par semaine maintenant. Bah, ça a plus rien à voir les tarifs, mais parce que c'est devenu une amie, en fait. Bah, je vais parler cash, chiffres, moi, j'avais un peu d'argent de côté, pour je sais pas, les coups durs ou peut-être, je sais pas, un jour peut-être acheter un appartement et cetera et en fait, bah, comme elle est restée 6 mois à 3 nuits par semaine, à 150 € la nuit. Bon, du coup, elle m'a fait un prix parce qu'elle venait souvent, donc ça, on est passé à 130. J'ai dépensé toutes mes économies. J'avais genre, 10 000 € de côté, ça m'a coûté 10 000 € et Mais tu regrettes pas? c'est la plus belle chose, enfin, c'est une des meilleures façons dont j'ai dépensé mon argent, ça, la thérapie parce que, en fait, sinon, je sais pas qui je serais aujourd'hui. Dans quel état je serais aujourd'hui? Quelle serait ma relation avec mes enfants? Est-ce que j'aurais pu travailler? Est-ce que j'aurais pu écrire ce livre? Dans quel état serait ma santé physique et mentale? Et j'aurais jamais rencontré cette femme extraordinaire.
je l'appelle, on se considère comme des sœurs. C'est vrai que c'est beaucoup d'argent, hein. J'ai la chance d'avoir pu dépenser cet argent. J'ai la chance et aussi, j'ai tellement bien fait, quoi. Alors, je trouve que une des plus belles leçons de cet essai, justement, c'est le fait d'être une maman qui assume de ne pas pouvoir tout faire toute seule, et on a du mal avec ça, à demander de l'aide. Et tu décris cette expérience de maternité communautaire. C'est un peu une nouvelle façon d'envisager la famille en comptant sur celles que tu appelles tes sœurs. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as construit ce fameux village autour de toi et de tes enfants? Parce que ça a commencé pendant la grossesse, tu as créé un groupe WhatsApp, et ça, c'est hyper précieux, et je pense que tu l'as fait concrètement. On dit toujours demander de l'aide, mais je pense que personne ne Exactement. le fait. Ouais, Toi, tu es allé demander. c'est ça. Et limite, c'est pas qu'ils ont signé, mais en intégrant le groupe WhatsApp, ils s'engageaient à répondre. Alors c'est, construire le village, c'est quelque chose que je suis encore en train d'apprendre, mais c'est vrai que du coup, j'ai développé un peu une petite expertise. Au début, j'avais peur de demander de l'aide, j'étais là: «Est-ce que tu seras là?» machin, un peu, endodelinant et hyper anxieuse, ce qui du coup stressait beaucoup les gens et donc ils m'envoyaient un peu bouler, donc ce que j'ai compris, c'est que, en tout cas moi, il fallait faire des demandes concrètes et précises aux gens. Donc demander par exemple, «Est-ce que tu veux bien être, d'astreinte autour de mon accouchement pour que je t'appelle si j'ai besoin d'aide? Est-ce que, tu voudras bien m'aider à faire quelques gardes de nuit lors de mon postpartum? Est-ce que tu voudras bien m'aider à faire des gardes de sieste? Est-ce que je peux compter sur toi pour faire partie des gens, que je peux appeler en cas d'urgence?» Ce genre de questions, assez précises. Et c'est bien, je pense, un des trucs que j'explique dans le livre, c'est bien d'en parler même avant le projet de PMA. C'est comme ça, les enjeux sont pas encore tout à fait présents, c'est moins difficile et puis, au fur et à mesure, et ça fait moins peur que de dire: «Est-ce que je peux compter sur toi?» Et la personne, elle a tout de suite l'impression de devoir être, coparent, nanani, faut savoir que ça déclenche chez les gens des trucs un peu, surtout chez les mecs, hélas, comme d'hab, ce truc de peur de l'engagement, de nanani, alors qu'en fait, on parle pas de trucs, je dis pas: «Tu signes sur 20 ans», là, on parle de trucs, c'est pour ça qu'il faut être dans le concret et dans le présent. Ou dans le futur proche. Donc moi, j'ai eu ces plusieurs conversations avec des proches. J'ai pris des claques, hein. J'avais demandé à un pote d'être présent à mon accouchement. Au début, il m'a dit: «Mais bien sûr, ma chérie, nanani». Puis après, en fait, il m'a dit: «En fait, j'ai l'impression que ça me renvoie à un rôle de père et tout. Je peux pas faire ça. Ça pique. C'est son droit. Il a rien demandé, tu vois? C'est son droit». Donc c'est pour ça aussi que je dis que c'est une école de la vie en accéléré parce qu'on apprend comme ça à naviguer dans ces expériences humaines. J'avais fait une cérémonie de blessing mama, c'est une genre de baby shower en gros. Donc j'avais demandé aux gens présents d'être dans le groupe WhatsApp. J'avais un peu réuni plusieurs amis de tous les horizons et avec qui j'étais en direct lors de mon accouchement, qui se sont un peu, relayés auprès de moi pendant le postpartum et tout. Ce que j'ai appris sur le tas aussi, c'est que ce qui est dur, c'est qu'il faut aussi apprendre à ton village à s'occuper d'enfants parce que ceux qui n'en ont pas eu, ils savent pas trop comment faire. Tu es un peu directrice de prod, en fait, je trouve, quand tu es, maman sola. Chef de projet. Chef de projet, tu es en mode: «Ah là là, attends, je pense telle personne, nanani. Lui, qu'est-ce qu'il sait faire?» Enfin, il y a un truc un peu, ouais, j'avais l'impression d'être sur un gros Partir les tournage. forces, Ouais, c'est ça. vraiment. Qui a quelle force, quel machin, qui sait faire quoi? On va te mettre là, toi, tu vas enfin, ouais, il te reste cette charge-là quand même. Et puis après, petit à petit, le groupe WhatsApp, aujourd'hui, je m'en sers plus trop. Ça a évolué entre, les copines que je me suis fait à la crèche, parce que ça, c'est des gens qui vivent dans ton quartier, donc ça, c'est super, en cas d'urgence et tout, par exemple, là, j'ai dû aller, aux urgences avec ma fille parce qu'elle s'est ouvert le front. J'ai appelé une copine maman solo: «Tu peux venir garder mon fils, je vais aux urgences», et là, du coup, elle habite juste à côté, elle débarque. Enfin, entre mamans solo, on se comprend. Puis il y a pas que des mamans solo d'ailleurs, mais c'est vrai qu'entre mamans solo, on se comprend quand même. Et comme en fait, il y en a plein, surtout à Paname et même partout, on se reconnaît entre nous et on s'entraide. Donc ça, il y a les copines, maintenant il y a les copines du quartier, et aujourd'hui, il y a, on va dire, 3 ou 4 tontons tatas, comme je les appelle, et là, c'est assez récent, je leur ai demandé, par exemple, de choisir un jour et de venir, il y a tata mardi qui vient tous les mardis, tata samedi, tonton dimanche, et ils viennent, voilà, de venir régulièrement parce qu'en fait, au bout d'un moment, c'est lourd de toujours, organiser qui vient, moi, j'adore avoir des gens qui reviennent tout le temps, une régularité. Je trouve ça très rassurant. Ils viennent pour quoi? Pour t'aider ou Ouais, pour être pour passer du temps avec nous, soit, comme ça, puis même je peux juste, soit ils gardent les bébés 1 heure, puis moi je peux, je sais pas, juste descendre ma poubelle, enfin, tu vois, ou me laver les cheveux, enfin, ou même juste on va ensemble au jeu, enfin moi je suis pas comme ça, je suis pas toute seule, et puis en fait en plus ils créent un lien, tu vois? Donc c'est super sympa, et plus les enfants grandissent, plus c'est facile parce que plus c'est gratifiant, et donc plus les gens ont envie de s'en occuper et tout, voilà. Contact. Je veux pas mentir, mes amis ont eu une place essentielle, génialissime. Enfin vraiment, j'en suis très reconnaissante, mais je n'aurais pas pu compter que sur mes amis. Au début, si j'avais pas eu ma mère et les professionnels que j'ai rémunérés, je ne m'en serais pas sortie, hein. En tout cas avec des jumeaux. Avec un seul bébé peut-être,
mais avec des jumeaux. Et en plus, avec des jumeaux, moi, qui dormaient pas. Et moi, qui étais dans un état lamentable après mon accouchement. Donc, j'avais un peu quand même le jackpot des difficultés. J'avais besoin quand même de... Enfin, c'est con à dire, mais tu vois, la fille que tu payes, elle te plante pas, tu vois. Enfin, voilà. Donc, il y a ça aussi qui est... Je veux pas mentir. Je veux pas... Il y a des moments vraiment merveilleux de maternité communautaire, il y a du monde à la maison, on rigole et tout. Et puis, il y a la réalité que les gens ont une vie et que parfois, ils peuvent pas venir et que c'est le jour où tu es malade et que malgré tout, tu restes leur mère. Des galères, tu en as. Voilà, c'est ça, exactement. Et que c'est pas le coparent, donc il y a pas une espèce de, en fait, d'impératif à être là quoi qu'il arrive. Je pense qu'on fait que pour ses enfants. Et je sais pas si les pères ils le font. Je crois que les bons pères ils le font, mais en tout cas les mères, nous, voilà, on sait que, en fait, même si t'as la grippe, tu te lèves, quoi. Tu peux pas faire autrement. Voilà, ouais. Quel est le pire conseil qu'on ait pu te donner depuis que t'es maman? J'ai envie de dire tous les conseils parce que moi j'en peux plus des conseils. Il y en J'ai a pas envie qui ont de été dire, utiles? moi Parce que j'ai là, envie de regarde, dire. toi, tu viens de donner plein de conseils Ouais, utiles. t'as raison. Non, mais en fait, moi, j'avais besoin de présence. J'avais pas besoin de conseils, j'avais besoin d'amour et de présence. J'avais envie de dire: «Viens», même si c'est pour te taire, en fait. Prends-moi dans tes bras, ouais, moi, j'avais beaucoup plus besoin de: «Viens, puis fais ce que tu dis que tu vas faire». Enfin, quand on en a je trouve que la maternité, c'est un retour un peu à ces essentiels-là. «Viens si tu me dis que tu viens», sois là. Les conseils, après, non, c'est pas ce qui était le pire, c'est écoute-toi. Genre, moi, je savais rien, on sait rien quand on vient d'être maman. Et on te dit: «Écoute-toi», tu es là: «Ah, mais si je m'écoute, en fait, je suis en panique totale», tu vois? À l'intérieur, c'est que des warnings, warnings, warnings. C'est ça. Après, ça part d'une bonne intention, mais je trouvais que ça me rassurait pas du tout. Du coup, j'ai limite ma dernière question sur les bons conseils parce que je pense qu'on les a tous pris, mais je voulais revenir sur un passage qui m'a vachement touchée dans ton livre, quand tu parles de transcendance, Mmh. de sublime au moment de la naissance et j'adore ces expériences-là. Je trouve qu'effectivement, on touche à quelque chose qui confine au divin. Est-ce que tu peux nous en Ouais. parler de ça? En fait, je trouve que, enfin, il y a tout un chapitre dans Maternité rebelle où, je regrette, en fait, qu'on se soit pas, ou en tout cas, moi, je suis pas au courant, que les philosophes aient pas davantage travaillé sur le moment de l'accouchement et la naissance. Parce que, je trouve que c'est une expérience philosophique totale et plus puissante encore que celle de la mort, que les philosophes ont beaucoup explorée parce que, si on a de la chance, on y survit et on est adulte, donc on peut l'analyser. C'est vraiment le moment, je trouve, où on est poussé, enfin, quand on est la femme qui accouche, au plus près du mystère de la vie, de ce qu'est la vie, de ce qu'est la mort et d'être comme ça au cœur de ces enjeux. Moi, j'avais le sentiment que donner naissance, c'est un peu ouvrir la porte de l'au-delà, donc d'avoir accès à une espèce de mystère total de la vie, la mort, l'univers, et qu'avec son corps, on fait le pont, qu'il y a un nouveau-né qui vient de cette porte et il passe à travers notre corps pour arriver dans notre monde et de sentir qu'on est cette porte, enfin, qu'on est, voilà, ce passage. C'est tellement puissant et bouleversant et pour moi, c'est vraiment l'expérience de la transcendance au sens philosophique du terme, c'est-à-dire, l'expérience de tout ce qu'on ne comprend pas. C'est magnifique et terrifiant. Voilà, et je voudrais, mais lire et des livres et des livres et des livres là-dessus et puis écouter des milliards de podcasts sur cette question et je pense que c'est pour ça qu'on a tant besoin de parler, qu'il y a tant de podcasts sur la maternité aussi. C'est qu'on a tellement besoin d'en parler pour mettre du sens, pour comprendre, pour comparer nos expériences parce que c'est tellement puissant. Et je précise que sur ta couverture, il y a une louve et ses petits. Oui, Tu étais faite pour venir nous parler. exactement. Merci Judith, Merci beaucoup. Super intéressant. Merci. Merci. C'était un nouvel épisode de Mère, le podcast du média Les Louves. J'espère qu'il vous a touché ou inspiré. Si vous aimez notre podcast, soutenez-le sur votre plateforme d'écoute avec quelques étoiles et un commentaire qui nous aideront à produire encore plus d'épisodes. À bientôt sur Les Louves et merci pour votre fidélité.